Salam alaikum, Azul, bonsoir. Rétro Info comme chaque samedi. Et nous avons le plaisir pour en parler, donc de recevoir ici sur le plateau Badis Khnissa, représentante à la El Hurriyat de France. Merci Badis d'être avec nous. Nazim Taleb, membre fondateur du mouvement Rachad. Membre du mouvement Rachad. Marhaba bik Nazim. Merci pour l'invitation. Merci. Ibrahim Younsi, ancien cadre du MDA. Marhaba bik Ibrahim. Et à la fin de l'émission, nous allons recevoir l'expert Farhat Taïtali pour nous parler de la loi de finances 2018. Donc les sujets d'aujourd'hui, c'est d'abord, nous allons commencer par cette guerre de moins en moins sourde, comme l'a fait remarquer tout à l'heure Nazim Taleb, entre le FLN et le RND. On essaiera de comprendre pourquoi. Puis nous parlerons de la poignée de main entre Ouyahia et le roi Mohamed VI, puis de la loi de finances 2018. Et maintenant, nous allons d'abord voir les titres. Liberté, FLN RND, la guerre sourde des frères ennemis, par Mohamed Mouloudj. Avant de commencer, nous allons montrer une scène qui a eu lieu à Tébessa, où on voit une véritable foire d'empoigne entre principalement les gens du RND, du FLN, qui se tapent dessus carrément, à cause d'une élection pour désigner le président d'appui. جيب لي بوليس لا عيب عليك لا بشويه بشويه لا اصبر شوف هذه نحن في انتخابات في رئيس المجلس الولايي نحن عملنا ورقه جابونا ورقه زرقاء قلنا لهم خرجت اشاعات باللي راو خرجوها البلتان طلبنا مع سيد الوالي باش يبدلها وبالتالي اسمح لي بعد اسكتي بعد شقاء وتعب قبل سيد الوالي باش يبدلها ومن بعد تظهر ورقه في جيبهم في لي زامبروف تاعهم زرقاء رغم نحيناها وهذه ما عندهاش الاداره تقول ما خرجتش والاداره ما خرجتش وهي نحن نخدموا بالبيضه والبيضه خرجت وهذه عفن وهذه اداره نحن نطلب من السلطات العليا تتدخل فيها في المشكل هذا. مقر المجلس الشعبي ولاية تبسة كنا شاكين في الامر من البدايه وطلبنا بتغيير وقت التصويت والحمد لله الامر كل شفاء في اخر لحظه. انسان استاذ محامي عنده ورقه اخرى في جيبه فيها لا وهابط الصندوق بورقه واحده اخرى. هذه هي الديمقراطيه، هذا هما الناس اللي حابين يمثلوا الشعب في ولايه تبسة وهذا هما اللي الشعب حاط عليهم امال باش يهزوا على الرغبه في ولايه تبسة. Ce sont des extraits d'un enregistrement que nous avons emprunté à Chorok, que nous remercions. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le RND et le FLN? Avant, il y en avait pour tout le monde, ils ne se disputaient pas, ou du moins pas aussi, de façon aussi visible. Qu'est-ce qui se passe pour que ça ait changé? Qui se lance? Parce qu'il y a seulement un changement. Aujourd'hui, c'est public, oui. C'est devenu public. C'était peut-être sourd, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Mais pourquoi ça apparaît maintenant? Parce qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux financiers. Et la présidentielle est pour bientôt. Il y a un enjeu quand même. Et vous pensez que le FLN et le RND, comme ils le prétendent eux-mêmes, pourraient compter ne serait-ce que 1 sur 1000 sur les prochaines présidentielles? C'est celui qui plaît, qui doit plaire. Passez-moi cette expression, nous sommes en public, mais qui saura mieux faire la danse du ventre. Et c'est ce que sont en train de faire les uns et les autres. Les propos d'Ould Abbas sont clairs de ce point de vue-là, à savoir qu'il ne cesse pas de dire que j'ai le candidat et le prochain présidentiel, le prochain président de la République qui habite ma tête. Oui, c'est pour les bongos, ça. Tout le monde sait que ce n'est pas Ould Abbas qui désigne. Je n'ai pas dit cela. Non. Mais ça, c'est une pique. Et lui, il n'est pas dans les secrets des dieux. Ça, c'est une pique.
vraisemblablement pas. Oui. Mais c'est ça aussi la guerre. La guerre sourde dont vous parliez, qui devient de moins en moins sourde et de moins en moins muette. Et de plus en plus violente. Et de plus en plus violente, et nous le voyons. Oui. C'est ça, c'est un des enjeux. Un des enjeux où Yahya veut se présente d'ores et déjà, il s'est toujours présenté ainsi, comme l'héritier, comme le prochain successeur, et l'homme qu'on appelle l'homme des sales besognes, qui a joué, entre guillemets, la loyauté, en tout cas la fidélité au système et au régime, qui est en train de dire, aujourd'hui c'est mon tour. Je dois absolument prendre... Il serait en train de faire cavalier seul, sans l'autorisation de... Il est en train de... Sans la bénédiction, plutôt, de... Vraisemblablement, mais sans doute, je me rappelle de cette... C'est pas une anecdote, de cette histoire biblique et du fils fidèle et loyal, oui, et du fils prodigue. Oui. Et ça sera le fils prodigue qui sera accueilli avec des bras ouverts. Qu'est-ce que vous en pensez, Badis, Nazim? Écoutez, juste avant toute chose, je vous remercie pour votre invitation et j'aimerais juste rétablir une petite information. Je suis membre du comité central et président cofondateur du Club Émergence. Oui. Voilà, juste, pardon de ne pas l'avoir précisé. Puriste que je suis, il vaut mieux clarifier les choses. Pour votre question, effectivement, moi, ce que je retiens en fait de cette guerre actuelle fracticide que nous vivons, c'est une guerre avant toute chose de leadership. C'est une guerre de coq de basse-cour, tout simplement, excusez-moi cette expression. Mais surtout, c'est une guerre des parts de marché. Aujourd'hui, ces deux partis, bien évidemment, ils essayent, tant bien que mal, de chacun détenir, dans un marché concurrentiel, avouons-le, détenir le plus de sièges dans une dynamique d'excès de zèle, bien évidemment, au service du mieux offrant, donc au service... Surtout que la rente a diminué maintenant. Aussi, exactement. En temps de crise, bien évidemment, on serre les dents et on essaye, tant bien que mal, d'essayer de s'en sortir le plus possible, en tout cas mieux que les autres. Donc, mais ce qui nous renvoie fatalement sur une remarque et je pense un constat qu'on ne peut plus renier, qui est cette crise latente du régime, qu'on se le dise. Et cette crise latente du régime, par voie de conséquence, est un prélude, à mon sens, d'une désintégration, M. Benchenouf, d'une désintégration de ces deux partis, de ces clivages classiques politiques qui ont fait preuve de pérennité, entre parenthèses, à ce jour, mais qui sont voués à une disparition incontournable aujourd'hui. Bon, je ne peux pas rajouter grand-chose, si ce n'est un petit peu l'historique. Il faut se rappeler comment a émergé le RND. Le RND, c'était à l'époque où le FLN était présidé par Mehri. Il est devenu personne non désirable par l'establishment, parce que vous vous rappelez qu'il n'a pas voulu, qu'il a participé à Saint-Egidio de 95. Donc, depuis ce moment-là, on a voulu... créer une force politique pour contrecarrer le FLN de Mehri. On lui a fait même une révolution scientifique à l'époque. Oui, et donc le RND, au bout de 3 mois, il est devenu la première force politique en Algérie. Donc, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, par la 97. Force, voilà, par la force de la corruption. Et depuis ce jour-là, effectivement, on assiste à une course vers le leadership. Certes, elle a été un petit peu, comment dirais-je, souterraine, d'accord, mais parce qu'il y avait encore le DRS, il y avait plus ou moins encore un cadre dans lequel a été tracé pour ces deux partis. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à une déliquescence de plus en plus rapide, et donc ces problèmes émergent à la surface et deviennent visibles pour tous les Algériens, malheureusement. En plus, quand on voit les partis qui représentent, les personnes qui représentent, moi je dirais, quand on voit comment ils se disputent dans les hôtels Horaci, comment ils se disputent pendant les élections, j'ai l'impression qu'on a... C'est ce qu'on a vu, mais c'est partout que ça voilà, se passe comme ça. J'ai l'impression que c'est une bande de mafia, oui, aussi bien au FLN qu'au RND et sur d'autres partis. Moi, pour moi, c'est devenu malheureusement à l'image de la déliquescence de ce régime. Et finalement, il ne faut pas se tromper, le RND et le FLN, c'est deux pièces, c'est deux facettes de la même pièce. Mais voilà. à ce point d'empoignade, de foire d'empoigne, non, mais justement, parce que quand il y a une bouteille, justement, comme disait M. Younsi, c'est que dans un état de déliquescence, les fenêtres paraissent on peut pousser peut-être des fenêtres où avant, on disait non, tu ne pousses pas cette fenêtre. Ouais. Aujourd'hui, Ouihia
Du moment que le président il est très affaibli, que les institutions sont complètement en panne, donc il se voit président. Et c'est pour ça qu'il faut asseoir son leadership, il faut asseoir le nombre de sièges, combien même, tout à l'heure, effectivement... Vous pensez que vous avez dit leadership à 2 reprises. Vous pensez que le RND, très sérieusement, puisse avoir un quelconque leadership? Pourquoi vous ne vous référez pas aux législatives et aux communales? Combien de voix a-t-il obtenu, le RND et le FLN réunis? Non, le RND... eux deux, ils n'ont pas eu 10% dans la réalité des chiffres? Oui, mais d'accord. Mais dans la réalité, le RND, il a obtenu 465, je crois, sièges. Oui. Et le FLN, 600 et quelques. Mais c'est de la fraude. C'est de la fraude reconnue par tout le monde. Ah non, mais la fraude, c'est impossible. Il n'y a pas de leadership, il y a de la fraude. Monsieur Benchenouk, là, on parle de l'Algérie. Oui. Donc le postulat de base, c'est qu'il y a une fraude massive. Oui. Donc moi, je parle des chiffres qu'eux, ils ont publiés. Oui, mais quand on parle des chiffres qu'ils n'ont pas publiés, oui, c'est 80% de gens qui n'ont pas d'abstention. Oui, mais quand on dit leadership, par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un autre leadership aujourd'hui en Algérie, autre que celui de l'armée et autre que celui du consensus entre Saïd Bouteflika et Gaïd Saleh? Non, mais de toute façon, encore une fois, soyons clairs, l'armée, c'est l'ossature du régime algérien. Oui. C'est l'ossature. Sauf que cette ossature veut donner une image, une facette politique. Oui. Rappelez-vous que cette guerre, elle a commencé déjà à être un peu publique à l'époque de Saadani. Saadani, il avait critiqué le fait comment ça se fait que le FLN, il arrive premier, et ce n'est pas le Premier ministre qui n'est pas issu des rangs du FLN. Donc déjà à l'époque de Saadani, il commençait quand même à dire « Attendez, nous, on est la première force politique, suivant les chiffres officiels, encore une fois. Mais comment ça se fait que les postes de Premier ministre et même les postes des ministères, ils ne sont pas attribués massivement au FLN? Ouais. Donc ça, c'est que la résurgence d'un problème qui a été déjà existant. Mais c'est toujours le cas. Le FLN est zama majoritaire et c'est... Oui, il y a RND qui est c'est pour ça que je vous dis c'est un problème de leadership. C'est-à-dire que le FLN, maintenant, ils arrivent, donc les législatifs, ils sont arrivés premiers, au niveau des locales, ils arrivent premiers, le Premier ministre est toujours RND. Donc à un moment donné, ils se projettent dans la présidence parce qu'ils ont cette peur que leur frère ennemi, comme on dit, soit président, à savoir, en l'occurrence, Ouihia. Et eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent que le président soit des rangs du FLN. Alors, oui. D'information par rapport à ce qu'a dit Sénazem sur le parti, le RND. Le RND n'est pas né au moment de la présidence, si j'ose dire, de Mahri. Immédiate, entre les 2 tours déjà des élections législatives de 91, on pensait créer un parti dit patriotique. Déjà à l'époque de Boudiaf, on voulait créer un parti qui était le frère jumeau du Front de Libération Nationale. Non, mais là, j'essaie d'être factuel. Après, moi, les intentions, je ne les connais pas. Mais c'est juste... Voilà. C'est ça. Ouais. C'est la guerre, déjà, qui était à ce moment-là, effectivement, à la fois chaude et froide, entre le FLN et le parti qui devait naître. Parce qu'on voulait, effectivement, finir avec le FLN à un moment donné. On parlait même de musée. Nous allons... Oui, très rapidement. Oui, toujours. Oui. Non, quand j'ai évoqué tout à l'heure le terme de guerre de leadership, c'est que j'entends par là, au fait, si vous voulez, une guerre de désignation d'interface. Non pas pour comptabiliser les sièges des uns et des autres, mais plutôt au fait d'avoir un focal point, au fait un point central d'interface dans lequel on va s'adresser dans une construction d'un avenir, bien évidemment avec ces forces extra-constitutionnelles qui existent aujourd'hui. Merci. Alors, nous allons passer au deuxième sujet, le titre. Observe Algérie. Ahmed Ouihia commande sa poignée de main avec le roi marocain Mohamed VI par Khaled Bey. Alors, les informations qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux font état d'un aparté vrai ou supposé, on ne sait pas, entre Macron et Ouihia. Et ce serait M. Macron qui aurait demandé à Ouihia, je dis ça au conditionnel, de venir serrer la main au roi Mohamed VI. Et il semble, toujours selon les réseaux sociaux, les spéculations des uns et des autres, que
le pouvoir à Alger aurait très mal pris cette initiative de M. Ouihet, si tant est que c'est une initiative, et qu'il faut s'attendre à quelque chose, surtout que Macron va venir en Algérie dans quelques jours, et que Macron semble voir Ouihet du bon œil, comme on dit. Nous allons voir la vidéo. Là, vous allez voir que Mohamed VI est au premier rang et Ouihet est au 4e rang protocolaire, comme on dit. Ouais. Nous allons voir. Voilà. Donc, alors, première question, avant d'arriver à l'affaire d'Ouihet. Pourquoi M. Bouteflika ne part pas représenter son pays dans une réunion aussi importante? Il peut y aller en fauteuil, comme M. Roosevelt dans les accords de Yalta, puisque Ould Abbas le compare à Roosevelt. Il dit, pourquoi vous ne parlez pas de Roosevelt? Nous, on dit, oui, pourquoi il ne fait pas comme Roosevelt et d'aller avec son fauteuil, puisqu'il parle, puisque François Hollande nous dit qu'il est d'une grande alacrité, Brahimi nous dit qu'il a parlé avec lui pendant des heures et des heures sur des sujets très complexes. Pourquoi il ne va pas sur son fauteuil? Farouk Samtini, il y a une semaine, avait dit qu'il allait se représenter pour un 5e mandat, qu'il l'a rencontré, qu'il lui a parlé. Et donc, pourquoi il ne va pas parler avec les Africains et les Européens? Je laisse mes camarades. Très bien. Moi rapidement, je dirais que, commençons par le commencement. Je pense que le président devrait d'abord remplir ses prérogatives constitutionnelles à l'échelle nationale envers le peuple, soi-disant le peuple qu'il a élu, hein, bien évidemment, et qui devrait commencer par lui parler, lui adresser la parole, le rassurer, être avec cette proximité d'un président que devrait avoir un président face à un peuple qui plus est vit une situation de crise sans précédent, avant d'aller bien évidemment vers des prérogatives à l'international. Mais c'est tout le problème aujourd'hui de l'Algérie, effectivement. Ce que vous avez soulevé ici comme question, c'est la question axiale, centrale, que vit beaucoup de millions, plus de 40 millions d'Algériens aujourd'hui, dans un président fantomatique qui disons, fait ses prérogatives, remplit ses fonctions par procuration et non pas par voie physique pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Et quand Macron va arriver, il va parler avec qui? Alors déjà, permettez-moi... Parce que c'est une visite d'État. Donc normalement, c'est le chef d'État qui parle au chef d'État. Et visiblement, Macron ne va pas jouer le jeu de Hollande et de l'alacrité. Absolument. C'est exactement là où je veux en venir, M. Menchenouf. C'est que, toujours est-il, est-ce que cette visite sera maintenue? La question se pose. Non, elle est quasiment acquise. Oui, sauf que, contrairement à ce que souhaite le régime algérien, qui a souhaité que Macron fasse à peu près la même chose qu'au Maroc, qu'il reste plusieurs jours. Or, il semble que Macron ne veuille même pas passer la nuit. Écoutez, je pense que, M. Menchenouf, Macron a donné un signal fort et sans équivoque le premier jour où il a fait sa première visite au Maroc. Oui. Voilà. Au détriment de l'Algérie. Je pense que là, il y a un signal très fort politique, géopolitique, diplomatique, à l'encontre de la Mouradia et de la présidence. Déjà. Deuxième point, cette visite, effectivement, elle sera peut-être maintenue, étant donné qu'il est dans une tournée de l'Afrique. Il a besoin justement de fédérer dans un contexte géopolitique où la Chine, les États-Unis essaient d'avoir des parts de marché sur l'Afrique. Donc il est dans cette dynamique justement de convergence et de construction collective d'une économie, car ils savent très bien que l'Afrique est le futur de l'économie mondiale. Maintenant, elle sera maintenue, mais attention, peut-être effectivement, même quasi certain, qu'elle sera sur d'autres bases. Pour quelqu'un qui est comme Macron, qui a construit, qui a cassé les clivages classiques de politique et désintégré le système politique et les modèles politiques français, croyez-moi qu'il ne va pas se contenter de jouer un rôle dans une pièce théâtrale jouée à l'avance. Il va vouloir demander justement des garanties, il va vouloir demander un minima, un vis-à-vis, et chose qu'il n'aura pas forcément. Et alors, au sujet de la poignée de main, Yahya, Mohamed VI et ce fameux aparté avec Macron? Non, moi, sincèrement, je considère que cette poignée de main, elle est positive, parce que ça vient après quand même une polémique qui n'était pas du tout nécessaire et qui a été, dont Msahel en était à l'origine. Rappelez-vous que Msahel avait dit que
le Maroc utilisait Royal Air Maroc pour exporter le hashish. Donc, moi, pas que ça, il a dit beaucoup de choses. Oui, bon, je résume en soyant synthétique, on va dire. Donc, moi, je trouve que c'est quand même très positif. Maintenant, vous avez dit que Macron avait donné instruction ou avait demandé à Yahya de serrer la main de Mohamed Sadis. Je ne le crois pas, parce que Yahya, il faut voir sa vidéo qu'il a fait avec le Bilad en décembre 2016, où effectivement il avait aussi tenu des propos moi, que je trouve honorables, c'est de dire effectivement on a des problèmes avec le Maroc, mais il ne faut pas que ces problèmes politiques s'immiscent ou aient un impact négatif sur les peuples en question. Donc l'Algérie, il avait dit qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Donc voilà, on reste bien sûr des opposants, mais quand il y a quelque chose de positif, on le dit. Voilà. Donc moi, pour moi, cette poignée de main était nécessaire et très bienvenue. Voilà. Oui, bon, enfin, je suis un peu, bien entendu, d'abord sur la poignée de main, qui est une image. Il eût été choquant, anormal, que le Premier ministre algérien ne serre pas la main du roi du Maroc. Pourtant, ça s'est passé il n'y a pas longtemps en Afrique, justement, tout à fait. Où un représentant des affaires étrangères a tourné le dos au roi du Maroc pour ne pas lui serrer la main. Tout à fait. Mais il eût été anormal, parce que c'est un problème de bon comportement, de courtoisie, et à l'égard d'un chef d'État, d'un voisin. C'est choquant. Oui. Ceci étant, moi je ne donne pas le bon Dieu sans confession à Yahya, dans son attitude, dans ses propos, parce qu'il a toujours été contradictoire. Yahya a soutenu, d'une manière ou d'une autre, quels que soient les mots, les verbes qu'il a utilisés, il a soutenu son ministre des Affaires étrangères. La fameuse déclaration, il avait dit tant pis, s'ils ne sont pas contents, seulement tant cela, pis pour eux. Il a dit autre chose également de plus, dont je ne me souviens pas beaucoup plus, qui signifiait le soutien de son ministre des Affaires étrangères aux propos que son ministre des Affaires étrangères avait prononcés. C'est ça aussi, Yahya. Sur la poignée de main, c'est cela, c'est que, bon, le Coran le dit, hein, quand on s'adresse à quelqu'un, quand on parle avec toute la courtoisie qui convient, si on le peut, quand quelqu'un vous salue, vous lui rendez le salut. Bon, le Premier ministre algérien a salué un voisin, il l'a dit d'ailleurs, hein, la presse marocaine l'avait interrogé, il a dit, bon, c'est normal, je salue un voisin, nous sommes des voisins. Oui, mais il y a quand même un point important. Msahel, il a été nommé par le président. Oui, oui. Bon. Yahya, il a été nommé par le président. Donc, on va dire, au niveau de la gestion des affaires de l'État, on ne peut pas désavouer mais tous non les plus. ministres sont nommés par le chef de Non, l'État. Normalement. Non, attendez. Non, chef du gouvernement ne nomme personne. C'est le président qui nomme tout le gouvernement. Sauf que le ministre des Affaires étrangères relève du président, de l'autorité présidentielle. Les nominations se font en concertation entre le chef du gouvernement, parce que normalement, oui, en théorie, mais en Algérie tout est en théorie, donc en restant dans la théorie quand même, le président nomme un chef du gouvernement qui doit constituer ses ministères. Donc voilà, il propose une liste, le chef du gouvernement, soit il retient les propositions du président, soit il ne le retient pas. Bon bref, donc ce que je veux dire, c'est que au Yahya, il était quand même difficile de désavouer son ministre des Affaires étrangères publiquement. Maintenant, effectivement, sa déclaration est un peu brutale pour dire s'ils ne sont pas contents, c'est tant pis pour eux. Ça, c'est beaucoup moins diplomatique. Mais en tout cas, Yahya reste quand même dans sa position initiale par rapport, en tout cas, à la vidéo que j'ai pu voir qu'il a donnée à Al-Bilad, c'est-à-dire qu'il l'a finalement désavoué en... Et là, c'est pas là, c'est lui qui est parti le voir. Oui. D'accord. Mais donc, s'il avait vraiment soutenu Msahel, il ne serait pas allé le voir. Mais Nazim, à supposer que ce ne soit ni Macron, ni une initiative personnelle de M. Yahya, à supposer que M. Yahya ait reçu l'instruction ou la consigne d'aller serrer la main du roi du Maroc, ça veut dire qu'il aurait reçu l'instruction d'Alger. Est-ce que cela pourrait donner à croire que les relations pourraient s'arranger
entre ces deux pays qui sont quasiment devenus des frères ennemis, surtout sur le continent africain? Il faut quand même connaître la position de la France. Oui. La position de la France, constamment, elle est ambiguë, voire même tendancieuse vis-à-vis du Maroc. Et l'objectif de la France, c'est que justement ce fossé ou cette mésentente se perpétue dans le temps. Ça avantage la France que le Maroc et l'Algérie ne soient pas en bons termes. Donc moi, effectivement, je souhaite que les relations se réchauffent, mais pas sous instruction des Français. Et je ne crois pas que la France verrait d'un bon œil un rapprochement algéro-marocain. Sincèrement, ça c'est mon sentiment. Vas-y. J'aimerais juste intervenir justement sur la question précédente, la poignée de main chaleureuse de Yahya envers le roi du Maroc. C'est une opération de com réussie, je trouve, de Yahya, qu'on se le dise. D'une part. D'autre part, oui, effectivement, l'axe Rabat-Paris ou Paris-Rabat agace l'Algérie. C'est le point de départ d'ailleurs des déclarations de la diplomatie algérienne à travers Msahel. Mais là où je veux en venir, c'est que on peut en tirer deux lectures en filigrane de cette poignée de main chaleureuse envers le roi du Maroc, qui peuvent être distinctes, mais aussi complémentaires. La première, qui consiste, à mon sens, de faire passer un message subliminal au royaume chérifien, pour dire nous sommes à l'époque de l'apaisement. Peut-être de façade, effectivement, mais je pense sur injonction d'Al-Mouradia. Ce n'est pas une initiative propre à Yahya, je ne pense pas. En tout cas, il n'a pas les reins assez solides pour prendre ce type d'initiative. Et qu'on se le dise, Bouteflika, par le passé, a su faire le chaud et le froid entre les relations bilatérales entre le Maroc et l'Algérie. De façade, encore une fois. Donc il y a cette première lecture qui est de mettre un peu dans le corner, au coin, le royaume chérifien pour dire nous sommes disposés suite au déboire justement des échecs de la diplomatie algérienne. Nous sommes dans quel déboire au moment où le Maroc remporte des succès absolument époustouflants, c'est un fait. Deuxième lecture, à mon sens également, qui vient peut-être en complémentarité certainement, c'est de passer également un message subliminal à la France, à Emmanuel Macron, pour exclure la France pour toute médiation entre les deux pays. Rappelons-le qu'au mois de novembre, Jean-Yves Le Drian s'est inscrit dans une dynamique de médiation entre les deux pays, qui a échoué d'ailleurs avec Msahel. Donc il y a peut-être aussi de cela qu'on est en train de donner des messages forts, suite au déboire, suite à tout ce qui s'est passé, qu'on ne présente plus, mais de dire qu'on garde cette espèce de souveraineté, mal placée certes, mais cette souveraineté pour dire que nous, le Maroc et l'Algérie, est une situation bilatérale. Et le Maroc ne serait plus une carte entre les mains du régime algérien pour chauffer la galerie algérienne, désigner la main étrangère marocaine qui nous jalouse, qui veut nous déstabiliser. Absolument. D'abord, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ne sont pas rompues. Il y a des relations diplomatiques pour boycotter le roi du Maroc, pour ne pas lui serrer la main. D'autre part, sur la question des affaires étrangères, c'est vrai, le lien entre le président de la République et son ministre des Affaires étrangères relève de ce qu'on appelle en France, dans le droit constitutionnel français, le domaine réservé. Donc, le lien est ombilical entre le président de la République et son ministre des Affaires étrangères. Concernant les réussites ou le succès diplomatique du Maroc, moi, je mets un bémol. Je mets un bémol, pourquoi? Parce que la question fondamentale pour le Maroc, qui l'est également pour l'Algérie, c'est la question du Sahara occidental. Or, le Maroc, jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à chasser la race, notamment de l'Union africaine, et de toutes les rencontres au sommet de l'Afrique. La preuve en est que le président sahraoui était au 2e rang ou au 3e rang au-dessus de Mohamed V. Ils étaient très très proches. C'est-à-dire que le Maroc. Et le Maroc, pourquoi le Maroc a déjà fait cela. A déjà fait cela. Par rapport à la Mauritanie, qu'il revendiquait, il essayait de rejeter la Mauritanie parce qu'il revendiquait la Mauritanie, et il n'a pas réussi à le faire. Je ne crois pas que le Maroc est en situation de succès. Et il y a un dynamisme diplomatique. Quant au succès, je les cherche sur la question du Sahara occidental. Jusqu'à maintenant, la politique marocaine, saharienne du Maroc
est en train de, en tout cas, je ne vais pas dire d'échouer, mais en tout cas, elle n'aboutit pas. Et là, la question de la France, il y a plus que de l'ambiguïté. Il y a plus que de l'ambiguïté. Il y a un soutien effectif à la position du Maroc, à la question de l'autonomie. La France et les États-Unis et d'autres pays occidentaux sont d'accord avec le Maroc sur l'autonomie du Sahara occidental. Et on a intérêt à vite trouver la solution parce que ce problème, cette question du Sahara occidental empoisonne les relations maghrébines, compromet très gravement. Je n'apporte aucun avis sur la question. Moi, je suis en train de dire que cette question a intérêt à être réglée urgemment pour permettre au Maghreb des peuples de se Je vais le donner. Ce n'est pas du patriotisme ou du nationalisme de ma part. Et je devrais m'exprimer de cette façon-là, de façon patriotique. Le Maroc bloque. Oui, mais là, c'est un autre sujet, Brahimi. Non. Le Maroc bloque ce dossier. Non, Brahimi aussi. C'est un autre sujet. Nous sommes en train de traiter de la question sahraoui, alors que nous étions partis sur la poignée de main de Yahya. Mais c'est lié. On est quasiment partis ailleurs. C'est lié. Entre personnes intelligentes, même si j'ai des différences entre vous, je ne coupe pas ou je ne ferme pas ma frontière. Ces problèmes de territoire, vous avez... Nous allons passer au sujet suivant très vite, parce que vraiment... Non, très rapidement, pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la diplomatie marocaine, moi, sans pour autant faire les éloges du royaume marocain, mais il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça a beaucoup agacé la diplomatie algérienne compte tenu de son niveau exécrable aujourd'hui qu'on le voit à travers Msahel et ses sorties, la réintroduction, la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine en est le plus gros succès, je pense. Et ce qui a fait d'ailleurs, peut-être envenimer les choses dans les relations bilatérales entre les deux pays. Je suis obligé de vous interrompre. Nous allons passer au sujet suivant. Donc, la loi de finances 2018, le titre. El Watan. La loi de finances 2018, votée hier. L'opposition fait de la résistance par la rédaction. Alors, loi de finances 2018 qui a été signée, donc qui a été dénoncée par beaucoup d'experts et même de parlementaires. Votée. Alors, le Watan reprend la parole de députés de certains partis d'opposition qui parlent de paupérisation du peuple, soutien à l'oligarchie, fin de l'État social. Alors, les représentants, je cite Watan, les représentants de l'opposition à l'Assemblée populaire nationale se démarquent et accusent le gouvernement et la majorité, FLN, RND, MPA, TEJ, de vouloir, rien de moins, affamer le peuple. Il parle aussi de cette polémique sur la suppression de l'impôt sur la fortune, le PT, le Parti de travail, qui parle de le pouvoir affame la majorité et engraisse la minorité, répression dans la rue et censure du Parlement, etc., etc. Et nous avons le plaisir pour en parler de recevoir Farhat Aït-Ali. Merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez commis un très bon article sur un journal en ligne. Vous parlez de ce projet de la loi 2018. Vous parlez, entre autres, nous allons en parler un petit peu avec vous. Vous dites quelques amendements sans incidence sur le fond. Plus loin, vous dites il consacre plus la logique des sauvetages d'un budget plombé par une approche politique que l'élaboration d'un projet de réorientation économique dans un sens ou dans un autre. Et plus loin, le volet orientation doctrinale de notre économie est toujours omis dans nos lois de finances. Depuis que la panique est dans, l'urgence de sauver le statu quo a pris le dessus sur celle de lui trouver une alternative et plein d'autres constats très intéressants. Mais dites-nous en synthèse, Farhat Aït-Ali, comment pourriez-vous nous parler de cette loi de finances et nous en dire ce qui la caractérise par rapport aux autres en très peu de mots, en 5 minutes, par exemple? Écoutez, Jamal, cette loi de finances ne diffère en rien des lois de finances des 3 dernières années.
Sous la panique du recul des recettes d'hydrocarbures, les différents gouvernements qui se sont retrouvés piégés avec des dépenses inconsidérées, des exercices où il y avait de l'aisance financière, des promesses populistes qui sont impossibles à tenir dans la conjoncture actuelle, mais aussi une absence totale de vision économique. Nos lois de finances n'ont strictement aucun pendant économique. Ceci est plus ou moins logique dans les pays où l'économie est déconnectée du système de pouvoir. En France aussi ou en Angleterre, une loi de finances, c'est une loi de cadrage budgétaire. C'est juste pour définir les dépenses et les recettes. Elle n'a pas d'incidence sur le champ économique. Ni ici en Algérie, à partir du moment où le pouvoir s'est accaparé l'intégralité du PIB en amont et en aval, parce qu'il prélève la moitié, il crée l'autre moitié. Donc le PIB en Algérie, c'est l'État. À partir de là, il faut avoir une vision économique. Comme il n'y a aucune vision économique, il y a juste des politiques populistes qui sont faites pour perdurer dans le temps. Sous la panique du recul des revenus, on a confié la tâche à des comptables qui sont là pour faire des cadrages. Je ne suis pas entièrement dans le détail de la loi de finances dans cet article-là, d'ailleurs je vais le faire plus tard. Il se trouve que même les prévisions de recettes, elles sont tout à fait fausses. Elles sont débiles même pour les recettes ordinaires et même les recettes pétrolières. Ils ont fait dans l'optimisme BA. On dirait qu'on a confié à un comptable véreux le soin de cadrer les comptes, le soin de bidouiller les comptes pour tromper un inspecteur quelconque. Voilà ce qui s'est passé. De l'autre côté, nous avons une opposition, enfin, si on peut appeler ça une opposition, qui fait dans la surenchère idéologique, qui elle-même n'est pas du tout intéressée par une vision ou un programme économique. Ils ont départagé la société en deux catégories, les gros, les petits, les riches, les pauvres, les méchants, les gentils. Voilà, une vision manichéenne, et faussement manichéenne, parce que concrètement, chez les défenseurs du peuple, enfin prisonniers, on trouve beaucoup plus de prédateurs des que chez les gens qui se taisent. Donc cette histoire-là d'affamer les petits pour engraisser les gros, ça ne tient pas tout à fait la route. Globalement, cette loi de finances-là n'engraisse pas les gros, n'engraisse pas les petits. Elle continue sur une fausse politique qui a été initiée au début des années 2000, de dilapidation pratiquement des deniers publics, pour, je ne sais pas, peut-être perpétuer un système jusqu'à la fin de toute recette éventuelle de l'extérieur. Mais il n'y a pas plus que ça. De dire que sur 20 milliards de dollars de subventions en tout genre, on affame les petits, c'est un petit peu exagéré. Maintenant, cette histoire d'impôt sur la fortune dont tout le monde a essayé d'enjoliver les effets de l'amendement, du fameux amendement de l'Assemblée, moi, je n'étais pas d'accord avec cet impôt. Le premier jour, j'étais sûr et certain qu'ils allaient l'enlever pour la simple raison qu'il existait déjà cet impôt. Il existait sur la dénomination d'ISP, impôt sur le patrimoine. Il n'a jamais rapporté un dinar. Non pas parce que l'administration fiscale a été instruite de ne pas faire d'enquête ou quelque chose dans ce goût-là, mais tout simplement parce que la structure de l'économie algérienne, comme tout le monde le sait, ceux qui ont de l'argent sont les derniers à être évidents dans la société, ils ne sont pas tous visibles, ceux qui ont de l'argent. Le gros de l'argent est chez des fonctionnaires qui ne sont pas censés l'avoir, donc il n'est pas du tout évident de rapporter quoi que ce soit avec ce genre de mesures. Au sujet de cet impôt sur la fortune qui a été annoncé à grand renfort de discours, à un moment où ils annonçaient une période d'austérité pour tout le monde. Hein, et c'était un peu pour faire bonne mesure. Ils ont dit, oui, même les riches vont payer un impôt sur la fortune. Et comment ont-ils fait pour... J'étais sûr et certain qu'ils allaient donner instruction à l'Assemblée de neutraliser cet impôt. D'ailleurs, c'est le Premier ministre a carrément instruit la Commission parce que c'est le chef de la Commission et de son parti. Non pas pour neutraliser un impôt, mais tout simplement parce qu'il avait été introduit en catastrophe à la dernière minute pour faire une diversion. Parce qu'il a été introduit à la deuxième séance du débat sur la fameuse planche à billets. Il fallait trouver un entourloupe pour faire diversion sur la finalité de l'émission monétaire. On a sorti cette histoire-là d'impôt sur la fortune, alors que les recettes prévisionnelles de cet impôt n'avaient même pas été intégrées dans le cadrage budgétaire. Il ne figurait pas. Moi, j'ai analysé les recettes, l'évolution des recettes des impôts directs par rapport à 2017. Je n'ai pas trouvé les incidences de cet impôt.
Ça veut dire qu'il y a eu le cadrage qui a été fait avant même l'arrivée de Yahya. Les calculs des lois de finances ne se font pas en une semaine. Ça a été fait de manière empirique, mais on a rajouté cet impôt sans calculer son incidence. Automatiquement, ils ne s'attendaient pas à le mettre en application. À un moment donné, passer la diversion, il fallait l'éliminer. Et là, les gens qui croyaient sérieusement que cet impôt-là allait être d'un quelconque apport pour le budget, ou les gens qui ont cru que le gouvernement s'était mis subitement à la solidarité interclasse, ils en sont pour leurs frais. En parlant d'impôt sur la fortune, beaucoup d'opposants ont des fortunes et qui ne sont pas prêts à déclarer. Si jamais ils étaient touchés, ils gueuleraient plus. Parce que c'est la fortune telle qu'elle est estimée dans cet impôt, elle intègre les bijoux, le bâti, et le bâti en dehors de la bâtisse principale, bien sûr. Qui est l'Algérien qui n'a pas plus ou moins une résidence secondaire, je parle des classes moyennes, hein, qui ne coûte pas plus cher que 50 millions de dinars? Ça allait toucher plus de 10% de la population, comme le prétendait le Premier ministre. Et ça aurait créé pratiquement une fuite de capitaux et un afflux vers l'informel. Cet impôt-là n'a pas été fait pour rapporter de l'argent à l'État ou pour faire de la génération interclasse. Non, il a été fait spécialement pour faire diversion sur un autre sujet plus dangereux. Mais sur la praticabilité, Farhat Aitali, comment ce pouvoir qui n'est pas capable de recueillir, de récolter l'impôt ordinaire, qui n'a pas pu mettre en place ne serait-ce que des assiettes, pourrait-il percevoir cet impôt sur la fortune qui est très complexe? Un pays comme la France, on est à sa 3e législation et il pense l'éliminer, le faire disparaître tellement il est complexe et difficile à appliquer. C'est pour ça que je disais que cet impôt n'a jamais été pratiquement introduit dans la loi de finances avec l'idée de le mettre en pratique. Et il a été introduit, je l'ai bien dit, en catastrophe, histoire de faire diversion sur l'émission monétaire, parce que le débat était sur l'émission monétaire et non pas sur les cadrages budgétaires ou sur les recettes de l'État. Donc, il a voulu rajouter ça pour dire, écoutez, en dehors de l'émission, nous allons fonctionner un petit peu les riches. L'impôt sur la fortune n'a pas fait de très bons résultats dans les pays où l'économie est pratiquement transparente à 95%. Alors imaginez dans un pays où tout est en noir. Comment voulez-vous imposer des fortunes invisibles? Exact. Pardon, Farhat Aitali, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Vous parlez dans votre article de dépenses. En matière de dépenses, les choses ne semblent pas cheminer vers une réduction du train de vie et des besoins de l'État. Est-ce à dire que les ministères budgétivores et la présidence ne vont pas réduire leur voilure? À la limite, la présidence, on peut dire qu'avec ces 100 milliards de dinars, c'est quand même curieux, enfin disons c'est 10 milliards de dinars, c'est les environs de 100 millions de dollars, ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une structure budgétivore. Même si par rapport à son personnel, ceci est un peu exagéré. Les ministères budgétivores, c'est la défense intérieure, l'éducation, la recherche, enfin l'enseignement supérieur et la santé. En dehors de la défense, dont le budget a pris une ampleur assez conséquente ces dernières années, les autres, ils sont quasiment incompressibles. On ne peut pas comprimer les dépenses de la santé publique, de l'éducation et de l'enseignement supérieur sans réformer tous les secteurs, sans trouver une nouvelle formule de financement. Par contre, voir que le gouvernement, en pleine prétention d'austérité, fait passer le budget de 70 milliards de dollars à 80 milliards de dollars en 2018, et tout ça pour régler des dettes que les précédents gouvernements lui ont laissées. Parce qu'il ne faut pas oublier que si quand il prétendait que son déficit budgétaire avait été plus ou moins géré, il avait laissé des dettes qui ne figuraient pas dans les comptes publics. Les entreprises qui ne payaient pas, ils ne mettaient pas dans le déficit parce que le déficit, il était calculé en fin d'exercice en fonction des règlements qui ont été faits et non pas en fonction des créances que les gens détenaient sur le gouvernement et que le gouvernement refusait de payer. Aujourd'hui, le gouvernement se retrouve avec quelque chose comme 10 milliards de dollars à régler sur 2018. C'est des gouvernements qui n'ont pas de prévision économique sérieuse. Ils naviguent à vue, ils essaient de rapiécer en fonction de la conjoncture, évidemment aussi sur l'effet de la pression
de l'opposition, mais aussi de leur propre populisme. Parce que quand on ment aux gens, à un moment donné, on se retrouve en face de ces mensonges. Évidemment, ils ne cherchent pas d'autres mensonges. Voilà la catastrophe. Merci. Merci Farhat Ait Ali, au plaisir de vous revoir. Il nous reste quelques minutes pour parler un peu de ce projet de loi de finances, de cette loi de finances qui a été adoptée, qui attend d'être signée. Donc, mais non, il attend de passer au Sénat. oui, oui. Enfin, oui. parlons comme ça. Oui, oui. Formellement. 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 Oui. Comme une lettre à la poste. Bon, mais le problème, bon, moi je n'ai pas tout entendu de ce que malheureusement, disait... oui, le téléphone était un peu... Bon, oui, mais... Pas tout entendu, mais parce qu'il y avait des choses à dire, ça serait long. Ce qui est problématique, singulièrement en Algérie, c'est que tous les budgets sont déficitaires depuis, et on les vote. On les vote toujours en déficit. Le problème est là, c'est qu'on n'équilibre pas, on n'essaie pas d'équilibrer les budgets de l'État. Bien sûr qu'il faut trouver cet argent quelque part. Où le trouver? Le fonds de régulation des recettes est épuisé. Oui. Alors on va le trouver pour éponger, pour combler le déficit par la planche à billets, puisqu'on a décidé. La fiscalité n'est pas possible. La fiscalité. Hors hydrocarbures, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il y a quand même de l'impôt. Oui. Vous avez parlé d'impôt ordinaire. Oui. En dehors, bon, l'impôt sur la fortune dont on parle, c'est quasiment un gadget. Oui. C'est quasiment un gadget à côté de la fraude fiscale. Et de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Parce que ça se chiffre en milliards de dollars. En milliards de dollars. Sans parler de l'informel. Un informel qui touche cette évasion fiscale. Si on s'attaquait au vrai informel, pas à l'informel que moi je soutiens, je le dis comme je le pense, je soutiens cet informel-là, celui qui offre du travail, qui absorbe une partie, ne serait-ce qu'infime, du chômage de beaucoup de jeunes dans certaines manufactures. Cet informel-là, moi je le défends. Il y a un autre informel qui touche les barons du régime. On sait ce qu'on appelle l'import-import. Cet informel-là est inadmissible et doit payer cher. Moi, je rebondis sur ce qui a été dit par M. Ait Ali. Et d'ailleurs, je parle sous son contrôle sur cet aspect-là. Moi, je trouve que ces lois de finances, que je qualifierais aujourd'hui plus des lois d'hypothèse, en fait, des lois hypothétiques, des lois... spéculative finalement, parce que qu'est-ce que c'est la loi des finances aujourd'hui? Si ce n'est en fait partir sur des exercices comptables biaisés, faits par des ministres des Finances qui se sont succédés avec un turnover incroyable, et sur lesquels nous avons construit un plan d'action qui est censé apporter des solutions pérennes. Maintenant, moi, ça me renvoie sur cette question, sur laquelle nous devons s'interroger aujourd'hui, qui consiste à dire, cette loi des finances, comme celles qui se sont succédées par le passé, ont-elles été construites sur une base saine, sur une économie effective ou factice, sur une économie réelle, sur une économie diversifiée ou sur une économie monosectorielle? Là est la question. Et là, vous avez votre réponse. Preuve en est aujourd'hui, toutes ces lois se sont succédées, qui sont en règle générale sur une stratégie assez coercitive, assez contraignante envers le peuple, bien évidemment, on va toujours vers le contribuable, mais qui ont encore une fois pour effet un effet placebo, c'est-à-dire quasi nul, pour ne pas dire nul. Moi, je rebondis également sur cet article 12 qui a été amendé de la dernière mouture de la loi des finances avant validation à main levée. Je dirais, posons-nous la bonne question, cet article effectivement a été introduit certainement pour, encore une fois, cette diversion, cette politique de diversion. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'on est tous algériens autour de cette table et nous savons pertinemment qu'aujourd'hui parler d'impôt sur la fortune dans un pays dans lequel faire la cartographie des fortunes, des grosses fortunes algériennes relève du miracle. Donc imposer qui, M. Benchenouf, finalement? Où il n'y a rien de déclaré, où on ne paye pas d'impôts. Dans une économie informelle. 70% de la masse monétaire est dans les shkara. Soyons pragmatiques. Ouais. Donc cet article-là, effectivement, a pour effet une diversion. Maintenant, sur un autre chapitre, qu'on oublie de dire, nous subissons une dévaluation de la monnaie. Non plus une dépréciation parce que c'est plus de 15% et on est quasiment à 20%. Donc nous subissons une dévaluation du dinar, M. Benchenouf. On est passé de 115 taux de change officiel à 137 en un an d'intervalle. Ouais. En un an d'intervalle. C'est beaucoup.
Si, excessif. Est-ce que ce n'est pas bon pour l'économie algérienne? Alors attendez, c'est là où la question se pose. Non, c'est là où la question se pose. Alors paradoxalement, Monsieur Benchenouf, ça n'encourage pas l'investissement. Paradoxalement, Monsieur Benchenouf, encore une fois, ça peut avoir un effet positif. Étranger. Ça peut avoir un effet positif. Si. Effectivement, je vous rejoins. Si, bien sûr le si, c'est dans le conditionnel. Ça peut avoir un effet de volume, ce qu'on appelle un effet de volume sur la balance commerciale algérienne, qui est déficitaire, rappelons-le, par l'encouragement justement de l'exportation. Pourquoi le prix de revient du produit fabriqué en Algérie devient plus compétitif à l'échelle internationale, donc ça fait un effet de volume. Mais, encore une fois, dans un pays où vous avez des relais de croissance économique qui existent, vous avez une diversification effective de l'économie algérienne. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en Algérie, M. Benchenouf? Nous avons une économie de tiroir-caisse dans laquelle nous venons piocher au gré des années, au gré des aléas, jusqu'au jour épuisement. Et ce jour-là, on n'a que nos yeux pour pleurer. Mais malheureusement, encore une fois, le peuple algérien n'a rien demandé. Le peuple algérien se doit d'être justement au courant de ces aléas, se doit d'être à même de comprendre là où il va. Et c'est ça toute la problématique aujourd'hui, M. Benchenouf. Donc avant de parler ou de faire l'exégèse de cette loi des finances qui se succèdent et qui se ressemblent et qui finalement n'apportent rien au bout, encore une fois. Donc il faut peut-être parfois passer aux choses sérieuses, disons pour une fois, et commencer par ces réformes structurelles, profondes, assumer ses fonctions, assumer ses responsabilités, arrêter de jouer au chat et la souris entre le FLN et le RND, et commencer vraiment à répondre aux attentes des Algériens, qui sont finalement un droit fondamental. Si me le permet, c'est Nazim. Il n'y a pas que la question extérieure de l'exportation, effectivement, la dévaluation ou la dépréciation du dinar, c'est la population qui la supporte. Parce que mécaniquement, les prix... Vous avez la baguette qui est montée de 10 à 15 dinars. C'est une dérive, attention, inquiétante. Oui, absolument. C'est ça le danger. Très inquiétant. Les boulangers ont décidé pour la première fois d'augmenter le prix du pain. Et là, ça risque de donner le départ à beaucoup de choses. Nazim, il reste 2 minutes. Pour moi, c'est 2 minutes. Il est gentil, Benchenouf, aujourd'hui avec moi. Vous avez donné de votre temps à Brahim Younsi. Chacun son tour. Donc, je n'ai pas chronométré le mien. Bon, moi, j'insiste sur une chose. Peu importe la loi de finances, ce qui manque en Algérie, malheureusement, c'est déjà de s'arrêter et de faire ce qu'on appelle dans des pays un petit peu, c'est soit une orientation stratégique, soit ce qu'on appelle ici commissariat au plan, etc. etc. C'est de savoir déjà où est-ce qu'on se dirige. Et normalement, le projet de loi de finances, normalement, doit être en conformité par rapport à notre plan stratégique. Aujourd'hui, qui est-ce qui connaît d'entre nous où sont nos points forts? Où est-ce qu'on peut percer? Où est-ce qu'on peut diversifier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne sait pas. Il n'y a pas de plan stratégique. Exactement. Donc on peut parler, disserter des heures sur un projet de loi de finances. Ça ne veut strictement rien dire quand on ne sait pas où est-ce qu'on va. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, tous les chemins mènent vers un mur. Premièrement. Secondo, ce projet de loi de finances, comme tous les autres projets de loi de finances depuis des dizaines d'années, consacre encore une fois le plus gros budget à l'apparatus sécuritaire, armée, police et gendarmerie. À peu près la moitié du budget, 20 milliards, 10 milliards. Et combien consacre l'État à la jeunesse? 50 millions de dollars au ministère de la Jeunesse. 2 milliards au ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, par exemple, dans le projet, est-ce qu'il y a une orientation par rapport aux enjeux de demain? Est-ce que vous avez vu des budgets colossaux être consacrés dans l'enseignement supérieur par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au numérique, etc. C'est ça les économies de demain. On ne fait rien pour les faire. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On achète la paix sociale, on a augmenté de 8% les transferts sociaux. Bon, on va augmenter un petit peu le diesel et l'essence. Encore une fois, pour résumer et pour ne pas abuser de respecter vos horaires, ce n'est pas un pays qui est dirigé d'une manière normale. On est dans le flou. Et peu importe les projets de finances, on va aller droit dans le mur si on ne sait pas la direction qu'on doit prendre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les prix des hydrocarbures. Parce que les Algériens vont circuler au gasoil, parce qu'il va coûter 23 dinars, alors que les autres, c'est 3 fois plus. Vive la pollution. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'aimerais rappeler, avant que nous nous séparions,
que nous commémorons aujourd'hui la journée internationale des personnes handicapées, journée décrétée internationale par les Nations Unies en 1992. Et vous savez très bien ce qu'est la situation des personnes handicapées en Algérie. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu lui consacrer une émission parce que c'est la journée du rétro-info. Mais mardi, Inch'Allah, donc c'est une émission qui sera consacrée aux personnes en situation de handicap. Merci. Extrêmement difficile. Oui. Extrêmement difficile. Oui. Merci Badis Khnissa, merci Nazim Talab, merci Brahim Younsi, merci Farhat Taïtali, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair, salam.